Et si le véritable pouvoir de transformation de l'Afrique se cachait dans les mains de ses enfants? Cette idée, à la fois dérangeante et inspirante, s'invite désormais au cœur du débat public africain. Elle s'impose avec une urgence nouvelle, tant la jeunesse incarne aujourd'hui le plus grand espoir, mais aussi le plus grand risque pour l'avenir du continent. Pour la toute première fois dans l'histoire du Burkina Faso, un chef d'État, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté de se livrer à une interview menée uniquement par des journalistes enfants. Ce moment inédit n'est pas qu'un symbole. Il s'agit du reflet d'une conviction profonde. Le destin de l'Afrique se joue dans la capacité de ses enfants à interroger le monde, à comprendre ses enjeux, à rêver sans limite et à agir avec courage. Imaginer un avenir où chaque enfant africain devient un acteur central du changement, c'est remettre en question des siècles d'habitudes, d'inégalités et même de fatalisme. Mais cette idée pose une question vertigineuse. Peut-on réellement tout miser sur l'éducation, la transmission de valeurs, l'intégrité, alors que tant de pays africains affrontent la guerre, la faim, la maladie, la corruption et l'insécurité? L'histoire du continent regorge d'exemples où l'espoir placé dans la jeunesse a été déçu, où la misère et la violence ont brisé des générations. La tentation de l'abandon rôde, et pourtant, ce reportage nous met face à une question cruciale. Sommes-nous prêts, collectivement, à revoir notre façon d'éduquer, de protéger, de former et d'écouter les enfants africains? Sommes-nous prêts à leur céder la parole, à leur confier les clés de notre avenir commun? Car au creux de chaque crise se cache une chance unique, celle de rompre avec la dépendance, de construire une souveraineté nouvelle, et d'offrir à chaque enfant le droit de rêver plus grand que les frontières dictées par l'histoire et les blessures du passé. Ignorer ce débat, c'est risquer de voir une génération entière sombrer dans la désillusion, l'impuissance, la répétition sans fin des échecs. Mais relever ce défi, c'est ouvrir la voie à une Afrique fière, soudée, enfin maîtresse de son destin. Pour comprendre pourquoi la rencontre entre le président Traoré et les journalistes enfants dépasse le cadre d'une simple interview, il nous faut plonger dans le contexte singulier qui a rendu ce moment possible. Comment en est-on arrivé à confier la parole aux enfants dans un pays frappé par tant d'épreuves? Revenons ensemble sur les origines d'une initiative qui bouleverse les codes du pouvoir. Derrière chaque leader africain, il y a d'abord une enfance. Une enfance souvent forgée dans la lutte, la pauvreté, la privation, mais aussi la solidarité, la dignité et l'exemple parental. Avant d'être président, Ibrahim Traoré était un enfant comme tant d'autres. Issu d'une famille modeste, il a grandi dans le village de Kéra, avant de poursuivre sa scolarité à Bondokui. Son enfance fut marquée par la rigueur, mais aussi par la tendresse d'une famille qui, malgré le peu de ressources, a su lui transmettre l'exigence de l'intégrité, le respect de la parole donnée, le sens profond de la solidarité. À la fin de chaque mois, le jeune Ibrahim observait son père, assis sur une natte, ardoise à la main, comptant chaque pièce, calculant comment nourrir et instruire la famille. La pauvreté n'excusait ni la paresse ni la facilité. Elle tempérait les caractères, rappelant à tous que chaque place se mérite, que le travail, même discret, finit toujours par ouvrir des portes. Ses parents, parfois stricts, n'étaient pas seulement des figures d'autorité, mais des modèles de vie. Leur plus grande richesse résidait dans leur honneur, leur capacité à partager le peu qu'ils avaient avec d'autres enfants du village. Très tôt, Ibrahim a compris que grandir dans l'adversité signifiait apprendre à ne jamais baisser la tête, à se tenir droit, fier de ses origines, sans jalousie ni trahison. Son parcours scolaire, semé d'embûches, n'est pas unique. Il reflète le combat quotidien de millions d'enfants africains. Sa passion première, la géologie, s'est heurtée aux attentes de ses parents, qui rêvaient pour lui d'un avenir différent. Mais la persévérance a triomphé. Il a poursuivi ses études, puis s'est engagé dans l'armée, convaincu que servir et protéger était la voie la plus noble pour rendre hommage à son héritage familial. Entre discipline, sacrifice et espoir, ce chemin montre que sans récits authentiques, sans modèles inspirants, la jeunesse risque de perdre confiance et d'abandonner ces valeurs essentielles qui cimentent la société africaine. Mais comment un enfant ordinaire, confronté à la pauvreté, parvient-il à défier le destin et à incarner l'espoir d'une nation entière?
l'histoire de Traoré n'est pas isolée. Elle rejoint celle de figures emblématiques, comme Nelson Mandela qui, né dans le petit village de Mvezo, a grandi dans l'adversité avant de devenir l'icône mondiale de la réconciliation. Ou encore Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente du Libéria, qui a surmonté la guerre civile et l'exil, armée des valeurs léguées par sa grand-mère, pour reconstruire son pays. Ces parcours rappellent que le pouvoir de transformation naît souvent dans la fragilité de l'enfance, si cette enfance est accompagnée, inspirée, soutenue. Aujourd'hui, au Burkina Faso comme ailleurs, la question centrale demeure. Quand les écoles ferment et que la peur s'installe, comment protéger et instruire les enfants? Cette interrogation hante le Burkina Faso, comme tant d'autres nations africaines. Depuis plusieurs années, la montée du terrorisme a condamné des milliers d'écoles à rester porte close. Selon l'UNICEF, plus de 2 millions d'enfants burkinabés ont vu leur scolarité brutalement interrompue. Des familles entières déracinées, des enfants forcés à l'exil, privés de leurs droits fondamentaux. Apprendre, grandir, rêver. La sirène de l'école s'est tue, remplacée par l'angoisse et l'incertitude. Pourtant, face à la menace, une flamme nouvelle s'allume. L'État, épaulé par la société civile, s'efforce de rebâtir l'école autrement. Des établissements modernes, ancrés dans les réalités locales, voient le jour dans les zones les plus vulnérables. Chaque enfant, sans distinction d'origine, de condition ou de handicap, y retrouve le chemin du savoir en toute sécurité. Des brigades de veille citoyenne, composées de parents, d'enseignants retraités et de jeunes du quartier, veillent désormais chaque matin devant les portes des écoles. Dans la région du Sahel, des écoles-refuges ont été créées dans des tentes, sous la surveillance de volontaires, pour permettre aux enfants déplacés d'étudier malgré les menaces. Ce droit universel d'apprendre n'est pas un luxe, c'est une urgence vitale. Pour les enfants handicapés, pour ceux qui n'ont plus rien, l'école doit rester une porte ouverte vers la dignité et l'autonomie. L'idée d'une école gratuite, accessible à tous, s'impose désormais comme la base d'une transformation profonde. Le gouvernement du Burkina Faso, à l'instar du Ghana voisin qui a instauré la gratuité effective du primaire depuis plus de 20 ans, s'engage à ce que chaque enfant, même dans les villages les plus reculés, puisse apprendre à lire, à écrire, à compter. Mais ouvrir des portes ne suffit pas. Il faut aussi repenser ce que l'on y transmet. Derrière les murs, la bataille se joue dans les programmes. Beaucoup dénoncent l'héritage de contenus coloniaux, qui perpétuent la dépendance et limitent l'émancipation. Comment comprendre que, 60 ans après les indépendances, tant d'élèves africains étudient encore l'histoire de l'Europe sans jamais apprendre celle de l'Empire du Mali ou du Royaume du Bénin? Adapter, réécrire, s'approprier notre histoire et nos savoirs devient un acte de souveraineté, indispensable pour forger l'avenir. Ainsi, le Rwanda a récemment lancé une réforme curriculaire majeure, axée sur l'histoire nationale, la pensée critique et l'entrepreneuriat, avec des résultats spectaculaires sur l'estime de soi des jeunes. Au cœur de ce combat, la voix des enfants s'élève. Ils réclament des choses simples mais essentielles. Vivre en paix, accéder aux soins, retrouver la dignité, retourner à l'école, participer à la vie de leur pays. En Côte d'Ivoire, des enfants déplacés par la crise de 2010 se sont organisés en Club de la paix, animant des ateliers de dialogue et de médiation. Leur espoir est un appel à l'action pour toute la société. Les enjeux sont immenses. Si nous échouons à offrir sécurité et éducation, une génération entière risque d'être sacrifiée. Les conséquences sont connues. Exclusion, pauvreté chronique, reproduction des inégalités. Le Nigeria, par exemple, paie aujourd'hui le prix de décennies de sous-investissement dans l'éducation, avec plus de 10 millions d'enfants non scolarisés et un taux d'analphabétisme qui freine tout développement. Refuser cette fatalité, c'est s'engager, dès aujourd'hui, pour bâtir une Afrique libre, unie et fière. Pourtant, derrière ces efforts, une question demeure. Comment donner une voix réelle aux enfants eux-mêmes et leur permettre de participer à la reconstruction du pays? Le témoignage du président face à des journalistes enfants va révéler la puissance de leurs rêves et de leurs doutes. Cette démarche rejoint celle du Parlement des enfants au Sénégal, où chaque année des centaines de jeunes députés proposent des lois pour améliorer la vie de leurs pairs.
Et si les enfants devenaient les véritables architectes du Burkina Faso et, au-delà, de toute l'Afrique de demain? Cette question n'est plus une utopie. Elle résonne aujourd'hui comme un défi urgent et palpable. La jeunesse burkinabé, portée par le courage et une inépuisable soif d'autonomie, s'impose désormais au centre d'un processus de reconstruction inédit. Sur le terrain, la réorganisation progressive des forces armées et l'amélioration constante de l'équipement militaire permettent de regagner, morceau par morceau, le territoire perdu. Ce retour du contrôle suscite l'espoir chez les populations déplacées, qui, lentement, retrouvent à la route de leur village, le cœur partagé entre soulagement et appréhension. Mais la guerre laisse des blessures béantes. D'innombrables enfants se retrouvent soudain orphelins, vulnérables, confrontés à une existence bouleversée. Face à cette tragédie silencieuse, de nouvelles lois voient le jour. L'État, épaulé par des acteurs de la société civile, crée des centres spécialisés et des écoles refuges, véritables havres pour ceux qui ont tout perdu. Le pari est immense, offrir à chaque orphelin de guerre non seulement une protection, mais une chance réelle de grandir, d'apprendre, de rêver. Chaque enfant sauvé, chaque destin redressé, devient un symbole de victoire sur la fatalité. Dans la région du Nord, l'association Mère Courage accueille, nourrit, éduque et forme des centaines d'orphelins, leur apprenant métiers et valeurs, pour qu'ils ne tombent pas dans les griffes des groupes armés. Au cœur de cette renaissance, les valeurs prennent toute leur importance. Le nom même de Burkina Faso porte une promesse d'intégrité, de dignité, de refus catégorique de la corruption. Pour les jeunes, ce nom devient un appel vibrant, être l'exemple, incarner l'honnêteté, la solidarité, la persévérance. Ici, le leadership n'est plus le privilège d'une élite adulte. Chaque enfant, chaque adolescent, reçoit l'invitation à devenir acteur et gardien de l'avenir. Partout, des initiatives naissent pour intégrer civisme, morale et formation au leadership dans chaque école du pays. L'objectif est clair: transmettre à toute une génération le sens du bien commun, la capacité de résister aux tentations faciles, la force de s'unir pour bâtir une société plus juste, plus forte. Les enseignants, formés à ces nouvelles missions, deviennent des guides, des modèles à suivre. On s'inspire du modèle sud-africain, où, dans les townships, des programmes de leadership communautaire ont permis de réduire la violence scolaire de moitié en une décennie. Mais ce renouveau ne peut reposer sur l'État et les institutions seules. Il exige une mobilisation collective, un passage de témoins entre générations. Parents, éducateurs, anciens. Tous ont un rôle à jouer pour inspirer la jeunesse, non pas en imposant, mais en accompagnant, en valorisant l'exemple et la transmission de valeurs. Dans la région de l'Est, des veillées de la parole réunissent chaque semaine anciens et jeunes pour raconter, débattre, transmettre la sagesse des ancêtres et la mémoire des luttes passées. Ignorer la nécessité de forger une nouvelle élite morale, c'est courir le risque de replonger dans le chaos, la division ou la dépendance. Seule une jeunesse armée de convictions, d'esprit critique et d'une ambition partagée pourra préserver la souveraineté et la dignité du Burkina Faso, et par extension, de toute l'Afrique. Mais comment, concrètement, chaque famille, chaque enfant, peut-il devenir un acteur de cette transformation? Où commencent les petits gestes, les décisions du quotidien capables de changer, à terme, le destin d'un pays tout entier? La réponse se trouve parfois dans les détails les plus simples, dans l'exemple donné à la maison, dans la solidarité vécue à l'école, dans le refus quotidien de la résignation. À travers ces micro-actions, la jeunesse burkinabé commence à écrire une nouvelle page de son histoire. Le patriotisme n'est pas seulement un mot, c'est un héritage vivant, un art de transmettre à chaque génération, jour après jour, dans chaque foyer africain. Dans la tradition Mossi, par exemple, les enfants apprennent très tôt à saluer les anciens, à entretenir la case familiale, à partager le repas, à respecter le cycle des saisons. Ces gestes simples préparent à la vie citoyenne. Le défi lancé par le président n'est pas abstrait. Il s'agit de cultiver la solidarité, l'amour du pays, la vigilance face à l'injustice, afin que notre société devienne plus forte, plus fière et plus digne.
Mais par où commencer? Par des gestes simples, répétés chaque jour. Refuser la corruption, respecter le drapeau, comprendre la profondeur de notre hymne national. Voilà des actes concrets. Dans certaines écoles, on consacre désormais la première heure de la semaine à l'étude de l'hymne, à la discussion sur la signification des couleurs du drapeau, à la rédaction collective de chartes éthiques. Ils rappellent à chaque enfant, comme à chaque adulte, que l'honneur de notre nation ne se négocie pas, qu'il ne s'oublie jamais. L'éducation, cependant, est la clé véritable de ce renouveau. Elle dépasse les murs de l'école. Elle se construit surtout à la maison, dans la rue, au sein de la communauté. Elle doit nous débarrasser de l'aliénation, nous apprendre à produire, consommer et célébrer nos propres richesses. Prenons l'exemple de l'autosuffisance alimentaire. Valoriser le mil, le sorgho, le riz cultivé ici. Encourager les familles à redécouvrir l'histoire et la vérité sur nos ressources. Montrer à nos enfants que l'avenir s'enracine d'abord dans la terre de nos ancêtres et dans le travail de nos mains. Au Sénégal, les jardins scolaires permettent aux élèves de cultiver légumes et céréales locaux, apprenant ainsi non seulement la botanique, mais aussi la fierté du travail agricole et la gestion durable des ressources. Cette responsabilité n'appartient pas aux seuls dirigeants ou enseignants. Elle est partagée entre tous, anciens, jeunes, femmes, hommes. Préparer une vie meilleure pour nos enfants est un devoir partagé, un engagement qui brise le cercle vicieux de la dépendance et ouvre la voie de la fierté retrouvée. Car sans engagement, même la plus grande idée s'efface. Ce sont nos actes, plus encore que nos paroles, qui forgeront le destin de l'Afrique et permettront à chaque enfant d'oser rêver, d'aller plus loin, d'imaginer un avenir à la hauteur de ses aspirations. Alors, à quoi ressemblera l'Afrique si chacun relève le défi de transmettre, d'agir, de bâtir? Le choix nous appartient, aujourd'hui plus que jamais. La parole revient alors aux enfants journalistes, qui veulent comprendre comment transformer ces idéaux en réalité concrète pour la jeunesse africaine. Ils s'apprêtent à poser la question qui brûle toutes les lèvres. Par où commencer et comment ne pas échouer? La véritable révolution ne commence pas dans les hautes sphères du pouvoir. Elle s'enracine d'abord dans les foyers, les écoles et surtout dans les cœurs. C'est là, dans l'intime, que se forgent les fondations d'une Afrique forte, digne et unie. Chaque geste compte. Chaque mot prononcé par une mère, chaque acte posé par un enseignant, chaque décision prise par un dirigeant façonne l'avenir. Ce sont ces choix quotidiens, invisibles mais décisifs, qui sculptent le visage de demain. Face aux tempêtes, le découragement guette. Parfois, l'ampleur du défi semble insurmontable, et l'on pourrait croire que le changement n'est réservé qu'aux autres. Pourtant, l'exemple du Burkina Faso prouve le contraire. La résilience naît de la transmission de valeurs fondamentales. L'intégrité, la solidarité, le respect, le patriotisme. Ces valeurs ne sont pas abstraites. Elles sont un rempart contre la fatalité, une force capable de transformer la douleur en espoir, l'adversité en action commune. L'éducation reste la clé de toute émancipation. Apprendre à nos enfants à réfléchir par eux-mêmes, à interroger le passé, c'est leur offrir la maîtrise de leur destinée. Une génération consciente de son histoire et fière de ses racines possède le pouvoir de réinventer le présent et d'ouvrir des routes insoupçonnées. L'unité ne se décrète pas par un simple discours. Elle se construit dans l'écoute, le dialogue sincère et la volonté de dépasser nos différences. C'est ensemble, et seulement ensemble, que l'Afrique regagnera sa souveraineté. La dignité collective s'arrache par la solidarité, la transmission du savoir, la main tendue entre générations et peuples. Chacun de nous a un rôle à jouer. Défendre l'accès à l'éducation, protéger les droits des enfants, veiller à ce qu'aucun jeune ne soit abandonné, ce sont là des actes de résistance et de reconstruction. Refuser l'indifférence, c'est déjà bâtir l'Afrique de demain. Ignorer cet appel, ce serait accepter que la pauvreté et la dépendance se perpétuent. Ce serait abandonner des millions de jeunes à l'exil ou au désespoir. Mais si chacun mesure l'impact de ses choix, alors l'impossible recule. Imaginez un continent où chaque enfant peut rêver et agir, où l'école devient un sanctuaire, et où l'on apprend à bâtir ensemble, à s'aimer,
à se respecter. Imaginez une Afrique qui ne mendie plus sa place, mais choisit elle-même la voie de sa réussite. Le vrai changement commence par un regard neuf, posé sur soi-même et sur ses enfants. C'est le courage de transmettre l'essentiel, d'oser rêver plus grand et de poser chaque jour les actes qui compteront pour des générations entières. L'Afrique de demain s'écrit dans nos maisons, nos écoles, nos villages et nos villes, à la lumière de nos choix d'aujourd'hui. C'est là que naît la force d'un peuple. Ce reportage n'est pas seulement une histoire burkinabé. C'est une invitation, un appel à l'action. Nous pouvons, ensemble, transformer l'avenir. N'attendons plus que d'autres écrivent notre histoire à notre place. Le pouvoir est déjà dans nos mains, dans la somme de nos gestes quotidiens. Que retiendrons-nous de cette leçon? Que ferons-nous, dès maintenant, pour faire grandir une Afrique plus forte, plus juste et véritablement indépendante? Pour qu'aucun enfant, jamais, ne soit laissé pour compte, l'action doit s'inscrire dans le concret. Réunissons-nous dans les écoles, les associations, les familles, pour bâtir des projets solidaires. À Ouagadougou, dans le quartier de Tampoui, des élèves ont lancé une bibliothèque mobile, partageant chaque semaine des livres dans les ruelles pour que nul ne soit privé de lecture. À Bobo-Dioulasso, une coopérative de jeunes cultive un champ collectif, redistribuant le maïs récolté aux familles les plus démunies. Dans le sud du Mali, un projet pilote de mentorat villageois permet à des jeunes diplômés de revenir dans leur village natal pour une année entière afin de former gratuitement les enfants aux mathématiques, à la lecture, à l'informatique. Les résultats sont spectaculaires. En 3 ans, le taux de réussite au certificat d'études primaires a doublé dans plus de 20 localités. À Dakar, un collectif d'enseignantes a créé le programme « Une parole pour demain ». Chaque matin, avant la classe, un cercle de discussion accueille les enfants pour parler de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs solutions pour améliorer la vie du quartier. Des idées concrètes émergent. Reboiser la cour de l'école, organiser une collecte de vêtements pour les nouveaux arrivants, écrire à la mairie pour demander des lampadaires. Ces exemples montrent que l'action collective, nourrie par la créativité des enfants et le soutien des adultes, peut transformer la société à petite et grande échelle. Pour chaque problème, une solution locale, adaptée, inclusive, peut naître si l'on accorde confiance et moyens à la jeunesse. Mais il ne faut pas sous-estimer les obstacles. La pauvreté, la violence, parfois l'indifférence, brisent de nombreux élans. C'est là que la solidarité nationale et continentale prend tout son sens. En Ouganda, face à l'afflux de réfugiés sud-soudanais, des groupes de jeunes ont organisé des ateliers d'alphabétisation pour les enfants déplacés, prouvant que la fraternité africaine dépasse les frontières. Le chemin reste long. Il passera par la réforme des institutions, le renouvellement des élites, la lutte contre la corruption, l'accès universel aux soins et à l'éducation, le développement d'une économie locale forte et inclusive. Mais il passera d'abord par la confiance accordée à la jeunesse, par l'écoute de sa parole, par le respect de ses droits. Alors, le message du président Traoré, qui accepte de répondre aux questions des enfants, prend une dimension universelle. Il invite chaque Africain, où qu'il soit, à croire dans la capacité de la jeunesse à changer le monde, à investir dans l'éducation, la santé, la culture, le dialogue, à transmettre des valeurs non pas en les imposant, mais en les incarnant chaque jour. C'est là que se joue l'avenir de l'Afrique. Dans la capacité de chaque adulte à ouvrir la voie, à tendre la main, à croire que l'enfant d'aujourd'hui sera le bâtisseur de demain. Dans la certitude que l'éducation, l'intégrité, la solidarité ne sont pas des mots vides, mais les outils les plus puissants pour transformer la réalité. En refermant ce reportage, souvenons-nous, l'histoire ne s'écrit pas seule. Elle s'écrit dans la somme de nos choix, de nos engagements, de nos rêves. L'Afrique de demain commence ici, maintenant, dans le regard d'un enfant qui ose poser une question, dans la réponse d'un adulte qui choisit d'écouter, dans l'action partagée, jour après jour. À chacun de choisir, répéter les erreurs du passé ou inventer ensemble une Afrique nouvelle, fidèle à ses valeurs, ouverte sur le monde, fière de ses enfants. Le pouvoir est déjà dans nos mains.